Salut Alan. Salut. Tu vas bien? Eh ben écoute, impeccable. Eh ben écoute, moi aussi. Je suis impressionné, tu vois. C'est la première fois que je rentre dans un hangar de skipper. Tu peux nous décrire un petit peu le lieu pour les auditeurs qui ont que l'audio et pas la vidéo? Et ben là, on se situe au milieu d'un ce qu'on pourrait appeler un chantier naval. Donc on a à peu près 300 mètres carrés de surface au sol. On est à côté d'une semi-remorque qui est notre atelier roulant. Où on a tout l'outillage pour entretenir, préparer le bateau. Puis on a aussi tout le matériel là à côté où on va retrouver les voiles, on va retrouver pas mal de pièces mécaniques, hydrauliques, des cordages. Et donc c'est notre base globale à l'année pour préparer les courses. On a aussi une 50aine de mètres carrés de bureaux à l'étage pour tout ce qui est logistique, organisation. Et parce qu'on est une équipe de 8 personnes, donc il faut loger toutes ces personnes-là, avoir l'outillage pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions. Donc ce chantier, il est très important, c'est notre base. Ok. Pour les 8 personnes, tu pourrais dire un petit peu quel est leur rôle chacun pour qu'on se situe effectivement qui vient là quotidiennement en plus de toi? Il y a du monde, hein. Alors il y a du monde oui et non, parce qu'au final on est dans les petites équipes du domaine de la course au large, hein, à savoir qu'aujourd'hui une équipe moyenne, on est plutôt autour de 12-15 personnes et les grosses pas loin de 30. Ouais. Donc nous on est plutôt dans la phase basse mais avec beaucoup de compétences. Chaque personne dans l'équipe a un domaine très précis. On va retrouver une personne qui va être responsable électronique et système embarqué à bord du bateau, un expert composite, expert hydraulique, expert mécanique. Le composite, c'est quoi? C'est pour vraiment sur les matériaux de construction, du bateau, okay. ouais. Toutes les modifications qu'on va lui apporter. Donc chaque personne est vraiment responsable de son propre domaine, mais aussi très polyvalente. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a des phases où on a moins besoin de compétences précises et plus de compétences globales. Donc chacun va filer un coup de main à l'autre. Ça, c'est la base du projet. Et puis après, on va avoir team manager, on va avoir logistique, paperasse, etc. Donc il y a vraiment j'aime pas dire ça, mais il y a un peu deux phases. Il y a le côté technique et le côté gestion de projet, quoi. Ouais, opération. On travaille tous ensemble, ce qui est très important, surtout quand on est une petite équipe. Mais ça crée beaucoup de travail. Étant une petite équipe, tout le monde doit être apte à switcher d'un domaine à l'autre. Et voilà, on essaye aussi d'avoir un rythme de vie plutôt carré sur les horaires. Okay. Parce qu'en fait, on est quasiment tous père ou mère de famille dans l'équipe. Ouais. Donc c'est important qu'on garde notre vie perso bien active, et il y a le travail mais il y a la vie, quoi. Donc les week-ends on essaie d'éviter de travailler ou de naviguer. Okay. On essaye de faire en sorte que ça se passe la semaine, sauf pendant les courses, hein, évidemment. Donc voilà, c'est toute une organisation qui est assez complexe, mais on s'en sort plutôt pas mal. Bah ouais, ça a l'air. En tout cas, je te félicite pour ça. Et tu as mentionné un peu la famille, c'est des sujets qu'on va aborder un petit peu aujourd'hui. J'ai honte, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai même pas présenté l'épisode parce qu'on s'est déjà vu il y a maintenant 3 ans. Les années passent. Les années passent, ceci ne nous rajeunit pas. On était en visio à l'époque et j'encourage en fait les auditeurs qui n'ont pas écouté cet épisode parce qu'il était absolument fantastique, j'avais adoré. Et du coup, quand ton attaché de presse m'a contacté, et je remercie Alessandro de refaire quelque chose ensemble, je lui ai dit mais bien sûr, il faut absolument qu'on voit parce que tu as un parcours absolument incroyable. Et je peux en dire 2 mots pour te présenter, mais moi ce qui m'avait impressionné, c'est effectivement que tu as vécu depuis quel âge t'es parti vivre en mer? J'avais 8 ans et de mes 8 à 19, quoi, 11 ans, ouais. Ok, donc t'es pas vraiment allé à l'école, enfin t'as fait l'école sur le bateau, même pas à domicile, c'est sur le bateau. T'as travaillé toute ta jeunesse en plus. Moi je t'ai trouvé hyper mature, hyper autonome, et puis plus jeune skipper, finisher du Vendée Globe, donc ça a quand même le mérite d'être mentionné, quoi. Et c'est absolument incroyable. En tout cas, donc voilà, j'avais adoré. J'encourage les auditeurs à l'écouter. Donc aujourd'hui, je profite de ce moment-là pour aussi aborder des sujets que j'avais pas eu l'occasion de te poser à l'époque. Et le premier gros sujet qui me tenait à cœur, c'est celui de l'équipe, parce qu'on avait beaucoup parlé de ton projet en solitaire lors de ce premier échange, et on avait peu parlé de Simon.
ton co-skipper. Et comme cette année, on est l'année de la Transat Jacques Vabre, qui est, on va dire, est-ce qu'on peut dire que c'est la plus grosse course de l'année ou pas pour toi? C'est une grosse échéance. C'est une longue Transat Jacques Vabre. Parce que généralement, en fait, les Transat Jacques Vabre, point A, point B, route assez directe. Depuis 2 ans maintenant, la course a un petit peu évolué et ils ont fait des parcours en fonction de la vitesse des bateaux pour que la plupart des bateaux arrivent en même temps. Là, ça sera à Fort-de-France en Martinique. Et donc, au lieu d'aller en route directe sur la Martinique, on va descendre au niveau du Brésil, passer une île et remonter au niveau des Antilles. Donc, c'est une très longue Transat Jacques Vabre cette fois-ci. Ouais. Ok. T'estimes à combien de temps à peu près? On va mettre entre 16 et 18 jours. Ouais. Ok. Ah, c'est assez long. Ouais. Ah oui, effectivement, contre les précédentes où c'était certaines se jouaient, il me semble, 7 jours, peut-être 8 jours. Pour les premiers, pour les ultimes, sur les gros trimarans, les IMOCA, ça tourne généralement autour de 15 jours, une quinzaine de jours. Ouais. Ok. Donc voilà, je m'étais dit que c'était le bon moment pour parler de l'équipe, tout simplement. Et la première question que je voulais savoir, c'est est-ce que tu peux nous raconter votre première rencontre? Avec Simon? Oh la vache! Simon, donc Simon Koster, c'est un Zurichois qui a débarqué en même temps que moi en France. En fait, moi après notre voyage en famille, j'ai voulu lancer un projet qui était la Mini Transat. Donc c'est une course avec des petits bateaux de 6,50 m. Et on se retrouve en gros sur un ponton à Douarnenez en Bretagne avec ce fameux Simon. Lui suisse-allemand, moi suisse-roman. Tout de suite, on sympathise parce que c'est un suisse-allemand, mais ouvert. Les Suisses-allemands sont ouverts, mais il est très jovial. Il dégage un truc, quoi, Simon. Et du coup, dès qu'on le rencontre, forcément, on crée une amitié assez vite. Et donc ça, c'est la première rencontre, mais là où le lien s'est vraiment consolidé, c'est l'arrivée de la Mini Transat. C'est la première personne qui était là sur le ponton à mon arrivée. Et en fait, là, ça fait 10 ans cette année en fait, qu'on se connaît. Okay. Nos chemins ont un peu évolué au fur et à mesure des années parce que moi, je suis parti sur un support un peu plus gros, un classe 40, et lui, il a enchaîné 2 Mini Transat en plus de celles qu'on faisait en 2013. Et au moment où moi, je suis passé en IMOCA, lui est passé en classe 40. D'accord. Donc en fait, nos chemins étant toujours basés dans le coin, parce que Simon, il est entre Auray et Lorient, donc il est vraiment pas très loin, et moi je suis à Lorient. Mais on a toujours gardé ce lien d'amitié plutôt fort. Alors on se voyait pas tous les week-ends, hein, mais on se connaît bien. Ok. Et à quel moment vous avez eu envie de travailler ensemble? Et ben en fait, on a toujours été concurrents au final avec Simon, et il y a 2 ans, il me propose de venir faire la course du Fastnet sur le classe 40 sur lequel il naviguait. Ils étaient 2 à gérer ce bateau avec Valentin Gauthier, et donc il me propose de venir naviguer. Donc on fait ce fameux Fastnet, une super expérience. On était 4 à bord, on fait une très jolie performance, et c'est vrai que là, moi mon projet n'était pas encore reparti. Mais Simon était déjà un peu dans le coin de ma tête, quoi. Je savais qu'il avait toutes les compétences pour pouvoir m'épauler et m'aider à grandir aussi, hein, parce qu'il a une expérience en mer qui est très incroyable. Et donc le projet redémarre. On se retrouve l'année de la Route du Rhum, donc c'est-à-dire l'année dernière. Simon fait la Route du Rhum sur le classe 40, moi sur l'IMOCA. Et on se retrouve, je pense, c'est 2 mois avant le départ, où moi, je commence à remplir un peu un cahier des charges de qu'est-ce qu'il faut avoir pour être co-skipper sur la Transat Jacques Vabre. Et donc, j'ai des noms qui sortent. J'en ai plein, je commence à naviguer avec certaines personnes. Tu peux dire un peu les critères que tu avais mis dans ta liste? Les critères, ils sont assez simples. Hein. Moi, je voulais quelqu'un qui ait une connaissance de multi-supports, de plein de bateaux différents, de bateaux à foil. Quelqu'un qui soit facile à vivre, qui ait du temps, parce que pour moi un projet Jacques Vabre, c'est pas un mercenaire qui vient juste pour naviguer, c'est quelqu'un qui fait partie intégrale de l'équipe pendant toute l'année de préparation. En plus, il était suisse, bon parfait, le projet suisse, donc super. Pour le storytelling, je me suis dit, mais est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Non. Et au début, je cherchais, je voulais naviguer avec une femme, mais très compliqué dans le milieu, il y en a très peu au final, ce qui est bien dommage.
C'est en train de changer petit à petit. C'est en train de changer, ouais. Mais effectivement, si tu as un cahier des charges exigeant et que tu vises du haut niveau, tu vas avoir 5-6 noms qui vont popper. Puis les autres sont un peu plus jeunes, mais elles vont. Il y a une belle génération qui arrive. Dans le domaine du Figaro, on voit ça évolue beaucoup. C'est super, hein, il y a une génération incroyable de femmes. Et en fait, moi, je suis clairement persuadé que la femme dans le milieu de la voile est bien plus performante que l'homme. Donc, c'était dans mon cahier des charges. Mais voilà, très compliqué. Et j'ai toujours Simon dans le coin de la tête. Il n'est pas noté sur la liste, mais il est dans le coin de la tête. Pourquoi tu ne l'as pas noté ? Je sais pas. Parce que je savais que ça allait se faire. Non, mais c'était très étonnant parce que un soir, je rentre à la maison et ma femme me dit « T'as appelé Simon ? Est-ce que t'as appelé Simon ? Parce que c'est sûr que ça va être avec Simon, quoi. » Et je dis « Non, je l'appellerai demain. » Et j'ouvre ma boîte mail. Et j'ai un mail, le titre, c'est marqué « La Jacques Vabre avec toi » de Simon Coster. Et j'ouvre le mail, il me dit « Bon, écoute, on va pas tourner autour du pot pendant des mois, quoi. Vas-y, on se la fait ensemble. » Et c'est parti de là. Et je trouvais ça joli, en fait, que ça soit lui qui vienne au final, en disant « Écoute, vas-y, c'est bon, arrête de chercher, on se connaît assez, on y va. » Et donc, c'est drôle parce qu'on le savait avant la route du Rhum. Il a fallu le cacher à tout le monde. Parce qu'à chaque fois, les gens, c'est avec qui tu vas faire la Jacques Vabre, etc. Et puis, on était côte à côte, et t'es là-bas. On cherche encore. Voilà, on cherche. Et en fait, on va regarder les images pour voir, te passer au détecteur de mensonges et voir tous les petits signaux qui passent, quoi. Ah bah, il y en a eu quelques-uns. Hein. On avait fait une conférence à Neuchâtel où Simon, il est à côté de moi. Donc, on est 2 mois avant le départ de la course et il a une montre Hublot au poignet. Personne ne l'a remarqué. Et là, il y avait déjà un bon signe, quoi. Moi, j'aime beaucoup les montres. Alors, c'est possible que j'ai remarqué, tu vois. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, du coup, dès qu'on a ramené nos bateaux, on a sorti Hublot de l'eau et il est arrivé direct dans l'équipe. Et depuis, ok. C'est le Big Love. Et comment ça se passe à ce moment-là ? Parce que toi, tu as déjà effectivement ton équipe. Lui, il a son équipe aussi. Est-ce que tu vois les 2 équipes elles fusionnent un peu ou non, du coup c'est officiel que ça va être un projet peut-être que c'est un projet Hublot et du coup lui vient se greffer et doit un peu laisser son équipe à côté. Je sais pas tu vois à quel point son équipe était aussi étoffée que la tienne. Alors beaucoup moins. Beaucoup moins, donc il avait plus de flexibilité aussi. Simon en fait il a une double casquette parce que c'est un marin d'exception et c'est aussi un préparateur d'exception et en gros la route du Rhum il a préparé tout seul, il y avait Valentin qui gérait un peu l'aspect logistique et financier du projet, mais il était tout seul, Simon, à préparer en gros le bateau. Ce qui fait que ils ont vendu le bateau à l'arrivée de la route du Rhum et il s'est retrouvé, il n'avait pas d'équipe et sans bateau, donc c'était assez facile pour lui de venir s'intégrer dans notre équipe. Donc il n'y a pas eu à faire de lien entre les 2 équipes, quoi. C'était Simon tout seul. C'était facile. Ouais, ok, je vois. Est-ce qu'il y avait peut-être des qualités humaines que tu recherchais en plus parce que ça allait peut-être être pas forcément des points faibles chez toi, mais en tout cas des qualités qui s'expriment moins, ou des types de tempérament que tu allais rechercher parce que justement ça permet de contrebalancer ou au contraire d'amplifier des qualités chez toi. Simon, ce qui était cool du fait d'avoir fait la course du Fastnet en fait il y a 2 ans, j'ai pu voir un petit peu son mode de fonctionnement qui est assez proche du mien. Par contre, il a une capacité je trouverais pas le terme là comme ça, mais en gros de rien lâcher, qui est incroyable. Et moi, c'est ce qui pouvait ou peut encore me manquer, quoi. C'est ce côté bulldog, quoi, pitbull. Et j'étais impressionné de ses capacités à se surpasser constamment. Sur l'eau, ouais. Alors après, il faut le calmer des fois, parce qu'en fait, on est très complémentaires dans notre mode de fonctionnement. C'est que Simon, il va se mettre dans le rouge complet, parfois un peu vite, ce qui peut être pas dangereux, mais en tout cas, ça peut aussi faire baisser la performance, parce que quand on est très fatigué, on fait des erreurs. Et moi, je suis plus dans une gestion
au long terme sur moi-même. Ce qui fait que des fois, je le force à aller se coucher, quoi. Je dis là, ça sert à rien, va te coucher. Là, tu dors en train de barrer, ça sert à rien. Et on est vachement dans cette complémentarité ensemble, ce qui fait que en mer, c'est fluide. Il y a vraiment quelque chose de très très fluide. Humainement, c'est un caractère, je dirais pas calme. En tout cas, c'est pas un excité, mais c'est pas un grand calme. C'est-à-dire qu'il cache bien son jeu. Il fait paraître qu'il est calme, mais derrière, c'est une boule de nerfs. Il a besoin que ça aille vite. Il n'y a pas une navigation avec Simon où il faut pas apprendre quelque chose. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que même quand on navigue avec des partenaires ou quoi, on va toujours aller chercher au maximum de la performance. Ça, c'est une qualité qui est incroyable. Okay. Et c'est quelque chose qui, moi, me tire vers le haut, surtout dans l'apprentissage de ce bateau, qui est très complexe. Et donc voilà, on s'entend très bien sur l'eau, on s'entend très bien à terre. Et il apporte aussi énormément sur le côté technique. Parce qu'il a une vision très globale de plein de supports différents, donc plein de types de bateaux différents. Et en fait, il n'y a pas de gagne petit. Parce que chaque petite chose, il y a plein de gagne petits au final, parce que le moindre détail compte. Ouais. Et on est vraiment là-dedans aujourd'hui, et c'est super. Ok, trop bien. T'as une petite anecdote pour illustrer cette espèce de force tranquille, peut-être que je vois plutôt sur toi, ou plutôt le marathonien, et de l'autre côté peut-être un peu plus le sprinter. T'as une anecdote, tu vois, qui illustre en tout cas ce duo et qui te vient en tête? Anecdote, pas facile. Ou à un moment où tu t'es dit, tiens, il est vraiment pas comme moi, et c'est pas plus mal, tu vois. Sur le chocolat, ouais, il est pas comme moi, ça c'est sûr. Simon il carbure au chocolat, donc là-dessus il est incroyable, il est vraiment pas comme moi. Moi c'est quoi, le café. Lui, il peut se manger une tablette en 20 minutes, c'est ça? 5. Non, on est très différents. Lui, il va plutôt se refuser à dormir parce que une minute de sommeil, c'est du temps de perdu en performance. Et au final, il dort plus que moi. C'est ça qui est drôle. Ok. On a un rythme un petit peu différent, mais ce qui fait qu'on est complémentaires. Mais j'ai pas d'anecdote plus que ça. C'était surtout sur la veille du Fastnet où il m'avait impressionné, c'est qu'il dormait à la barre. Pas ce Fastnet là, mais en classe 40 où il avait les yeux fermés en train de barrer. Et j'arrêtais pas de lui dire, mais vas-y, échange, quelqu'un d'autre prend la barre. Non, c'est bon, ça va le faire. Je dis, mais arrête, on est 4, ça sert à rien. Il lâche rien. C'est le couteau entre les dents et il a remonté bateau après bateau en train de dormir à la barre, quoi. Il est incroyable. Ok, assez exceptionnel ça. Aïe. Mais super sympa. Et est-ce que tu peux nous raconter le meilleur souvenir peut-être que tu as, d'ailleurs, peut-être en dehors de votre collaboration, si vous vous connaissez depuis un moment, si demain, tu vois, tout devait s'arrêter et que tu devais garder un seul souvenir, lequel ce serait? Avec Simon? Ouais. Avec Simon, je pense que ça reste l'arrivée de la Mini, quoi. Quand on arrive de l'autre côté de l'Atlantique, on est là. Alors en tout, on est 3 Suisses. Il y a Justine Métro aussi. Et on se retrouve parce que c'est un peu un rêve de gosse en fait qui se réalise. Donc on a les yeux émerveillés de ce qu'on a fait. On est fiers en fait de ça. Et c'est la fête, quoi. C'est les retrouvailles, c'est la fête, c'est le bonheur. Et moi j'ai cette image de Simon rayonnant. En plus il nous fait une course incroyable, parce qu'il fait podium sur la Mini Transat, quoi. Donc Simon c'est un vrai sacré marin, quoi. Il envoie vraiment, il envoie. Et pour lui, c'est l'image que j'ai de Simon, c'est qu'un podium, c'est bien, mais c'est pas la première place. Et ça, c'est le caractère de Simon. Et c'est super. Ok. Donc, caractère à vouloir toujours gagner. Mauvais perdant, du coup, j'imagine. Pas du tout. Ah ouais? Ok. Pas du tout. Mais par contre, il y a toujours une remise en question de à quel moment ça s'est mal passé, ou pourquoi on n'est pas à cette place-là, ou pourquoi. Et je trouve ça
je trouve ça hyper intéressant et ça permet vraiment de grandir énormément. Et là, il fait une route du Rhum qui est incroyable. Il fait 4e sur la route du Rhum avec une préparation plutôt minime, un tout petit budget, pas un bateau de dernière génération au final. Et à l'arrivée, il est content. Hein. C'est pas ce qu'il voulait. Et tout le monde était là, mais t'as juste fait un truc de malade. Ouais. J'étais pas au podium. Et la première place, elle était pas si loin. Et tu te dis, bah ouais, mais c'est ça en fait. C'est un performeur. Il y a rien. Il n'y a pas une minute où il pense pas à la performance. Et ça, c'est une qualité incroyable. Ouais. Il cherche à tout optimiser du coup dans sa vie pour ça? Tout. Alors dans sa vie perso, je sais pas, mais en tout cas à bord, il est arrivé dans le bateau, il a dit bon alors ça on enlève, ça on enlève, ça on enlève, ça c'est trop lourd, ça tu vas pas l'utiliser, ça sort. Du coup le bateau il a fini à poil. Il y a rien dans le bateau, mais c'est très bien, c'est très très bien. Lui, de toute façon, lui il dort sur le sol. Ah une petite couverture de survie, ça suffit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il va manger que du lyophilisé pendant 3 semaines, il n'y a pas de problème. Non, là, par contre sur la nourriture, non là. Parce que c'est un sacré gabarit, donc j'imagine qu'il faut le nourrir. Faut nourrir la bête, ouais. Ok. Est-ce que toi, ça a changé ta façon de naviguer ou ça t'a fait progresser sur des points? Le fait qu'effectivement, tu es sur un projet, tu me disais juste avant de commencer, sur 10 ans, qui est un projet en solitaire essentiellement. Là, tu intègres un pote, un ami, un compatriote aussi. Tu l'intègres dans ton projet. Il a forcément, tu es le leader parce que c'est ton projet, c'est ton bateau et tout. Mais, comme tu l'as dit, c'est un skipper d'exception. Il a des choses à dire. Comment ça se gère, tu vois, cette espèce d'intégration que tu dois faire, et toi, comment ça t'a fait progresser en fait? L'intégration avec Simon, c'est très facile. L'échange, il est simple. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Il y a un respect de la hiérarchie qui est là parce qu'il y a la seule hiérarchie sur l'eau, ce qui va se passer, parce qu'au final c'est ça le plus important dans notre binôme, c'est ce qui se passe sur l'eau. C'est que si à un moment donné je lui dis stop, on tire trop dans le bateau et là stop, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de négociation, il va arrêter direct. Okay. Il y a pas de, il sait vraiment. Je déteste ce côté hiérarchique sur un bateau. Pour moi, on est les deux aussi responsables l'un que l'autre, déjà de la vie de l'un et de l'autre. Donc ça, elle est là la hiérarchie déjà. Par contre, la responsabilité du projet et du bateau, forcément, elle me revient parce que c'est mon projet. Et ça, il a un grand respect là-dessus. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Et à terre, en fait, il est tellement intégré dans l'équipe aujourd'hui qu'il a autant de poids dans sa parole que moi. Parce que l'équipe est bien au courant que si j'ai pris Simon, c'est pour qu'on évolue vers le haut. Et donc, il est écouté, il est compris et il est au même stade que moi, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. Donc non, il y a franchement, on n'a jamais eu une prise de bec, que ça soit moi avec lui ou dans l'autre sens d'ailleurs, mais et même avec l'équipe, quoi. Ok. Mais tu fais bien de mentionner ça, c'était sur la hiérarchie, parce que c'est pas parce qu'il y a un chef qu'il faut chefer, tu vois. Mais dans des situations un peu extrêmes comme vous le vivez, c'est obligatoire en fait d'avoir un maître à bord. Enfin déjà légalement, je crois. Enfin sur tous les bateaux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable. Et là, quand tu arrives à des niveaux de fatigue, des niveaux de performance, des niveaux de rapidité de prise de décision, d'importance de décision, la majorité est trop dure est trop longue pour être prise, tu vois, et le consensus n'existe pas en fait. Enfin, le consensus te mène toujours à un échec généralement. Quand t'es sur de la haute performance, les décisions un peu tranchées, généralement ça se termine pas très bien. Tu vois, c'est soit tu prends un risque et tu le prends à fond, soit tu le prends pas du tout. Mais je prends beaucoup de risques nous généralement. mais prendre une moitié de risque par expérience, tu vois, pour avoir fait 250 interviews maintenant, en vous rencontrant, je me rends compte que c'est rarement la meilleure solution. En tout cas, si ton objectif c'est de performer. Des fois il y a d'autres objectifs, tu vois. Des fois l'objectif c'est de faire plaisir à tout le monde. Donc oui, le consensus il marche, mais on est assez
quand il faut trancher, on est assez, on va les deux dans la même direction. Généralement, en fait, on est un peu dans le même mode de fonctionnement et sur l'eau. Alors, en plus, on a un point un peu faible, c'est qu'on a un bateau qui est très complexe, très typé, ce qui fait que des fois, il faut prendre des options que les autres ne prennent pas. Et on est vraiment raccord là-dessus, quoi. On sait pas trop. Enfin, là, sur la dernière course, la Rolex Fastnet, à un moment donné, on s'est posé la question est-ce qu'on fait ce bord-là ou pas? On a tranché, mais on assume. On va pas remettre la faute sur l'autre. Ouais. Même s'il y en a un qui a pris plus la décision que l'autre ou pas, non. En fait, si on y va, c'est qu'on a choisi ensemble. Et si on n'est pas d'accord, on se pose, on discute. Mais il n'y a vraiment pas on n'est pas là pour montrer du doigt à l'autre. Et c'est important. Et ça, c'est hyper important. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est un binôme, je pense, sur l'eau assez fort. Même si on se plante ensemble, quoi. Ouais. Et on apprend ensemble. Et on apprend ensemble pour grandir, ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est marrant parce que ce que tu dis, ça me fait penser un peu, tu sais, à ces grands CEO de startups américaines qui s'habillent toujours de la même façon. Bon, le plus connu, c'est Mark Zuckerberg de Meta et Facebook, pour pas se prendre la tête, tu vois. Et ils s'habillent toujours de la même façon. Et ce que j'ai l'impression, tu vois, dans les binômes ou les équipes qui marchent bien, finalement, c'est pas forcément le niveau de chacun, mais c'est le moins d'embrouille tu as ensemble. Parce que en fait, la moindre embrouille, elle te fait perdre une énergie mentale de dingue, et que du coup, toute l'équipe perd en perf. Et que finalement, en fait, le plus important, c'est que effectivement, tu sois le plus aligné possible, et que derrière, il y a pas de, on s'en veut pas. T'as fait une erreur, c'est pas grave, quoi. Non, c'est clair. Ça marche aussi au final avec l'équipe, hein, parce que on est un binôme sur l'eau, mais on a toute une équipe derrière, et cette équipe-là, quand il y a une bonne entente, c'est fluide. Ouais. Et s'il y a une mauvaise entente, ça va se répercuter sur la performance, sur le binôme sur l'eau, etc. Donc c'est très important en fait d'avoir toute cette phase, ce noyau dur en fait, qui soit hyper dur, hyper soudé pour que ça se passe bien à terre comme en mer, quoi. Et ça, c'est la base de ces projets-là, ouais. Et comment tu fais, toi, en tant que capitaine d'équipe? Tu vois, là, je parle pas vraiment au skipper, mais plutôt, effectivement, au manager, peut-être, ou au leader du projet, en tout cas. Comment est-ce que tu fais pour nouer ces liens et créer la core team, tu vois, un peu, et faire en sorte qu'elle soit ultra soudée pour que dans les moments clés, ça résiste? Alors moi je suis plus manager direct de l'équipe, c'est plus moi aujourd'hui qui fait cette partie-là. Par contre j'ai le rôle du leader forcément de mener ce projet à bout, et que l'entente, que la qualité de travail soit là pour tout le monde. Et ce qui fait que avec l'équipe ça colle, c'est que j'ai qu'une parole. J'ai qu'une parole. Je vais donner un exemple. À la fin du Vendée Globe en 2020-2021, le Covid est passé par là. On s'est retrouvé on n'avait plus de partenaires. Donc on a fait un licenciement économique de toute l'équipe. Et j'ai demandé à l'équipe, je fais voilà, je comprends si vous allez travailler ailleurs, forcément, mais je vous demande d'attendre. Je vous demande d'attendre parce que je vais retrouver des sous. Et on va y retourner. On va faire un super projet. Et ils m'ont tous attendu. Et 3 mois après, ça repartait. Et pour moi, c'est là notre force, c'est que on est soudés. On est soudés, et j'ai qu'une parole, ils ont qu'une parole aussi. Et en fait, c'est ça, c'est que ouais, on a une entente entre nous qui est bonne, qui est très bonne, ce qui fait la qualité de notre équipe, c'est je sais pas si c'est la qualité de travail qu'on a autour, mais en tout cas c'est le respect qu'on a les uns envers les autres, et ça c'est très important, et donc ça c'est mon rôle de le maintenir sur tout le projet, quoi.
Ok. Bah écoute, moi je connais pas la partie technique, je connais que la partie communication, mais je sais que tu t'entoures bien. Que ça soit à la fois les échanges que j'avais pu avoir avec Aurélia, je vois la qualité de votre newsletter, le professionnalisme qu'elle a sur l'organisation, et aussi Alessandro aussi, tu es typiquement allé chercher ce genre de talent. J'ai rarement rencontré un attaché de presse aussi réactif, sympa, compréhensif. Et ça se ressent quoi. Enfin, On travaille avec les gens une qui nous exigence. ressemblent. Mais donc non, mais bien joué, tu vois. Et je le dis, moi des fois je me fâche à tort, hein, ça me porte préjudice à moi, mais je travaille, je me fâche avec certains attachés de presse parce que je dis, c'est pas pro quoi, ce qui est fait quoi. Donc voilà. En tout cas, je te le félicite et ça se ressent de l'extérieur, ce degré de performance. Je vais changer doucement de sujet, mais tu m'as tendu la perche, tu as parlé d'un bateau. Plusieurs fois, tu as dit effectivement le bateau est particulier. Qu'est-ce qu'il a de si unique, ce bateau? Alors, ce bateau, il est né en 2019, donc ce qu'on appelle un bateau de génération 2020, pour le Vendée Globe 2020. Et en gros, ce bateau-là, donc un an avant, il sort qu'un an avant. Ouais, il sort pour la Transat Jacques Vabre 2019. Ouais. Ok. C'est pas court ça pour. Ouais, un peu, ouais. Bah, surtout avec un Covid derrière. En fait, le bateau, il a une histoire qui est dingue. Il a été construit pour le skipper britannique Alex Thompson. Lui, qui est un skipper qui a fait 4 fois, il me semble, le Vendée Globe, 3 fois, 4 fois. Il l'a fait 3 fois, mais il a fait aussi, il a fait d'autres courses autour du monde aussi. Lui, ça fait, c'est pas compliqué, ça fait 20 ans qu'il court après la victoire du Vendée Globe. Et donc, quand ce bateau naît, il naît de 20 ans d'expérience en IMOCA. Ouais. Il me semble qu'il fait un podium une fois, non? Il fait un podium en 2012, ouais. Il fait 2 podiums. Il fait 3e et 2e. Il fait 3e en 2012, 2e en 2016. Ok. Donc, sérieux candidat. Mais bon, Vendée Globe, c'est aux Français, ça restera aux Français. Non, faut que ça change. Forcément, je te change, hein, mais fais attention. Mais non, du coup, dans sa tête, il avait la vision du bateau pour le Vendée Globe. Le bateau parfait. Voilà, donc il a pris ses 20 ans d'expérience, il a mis toutes les idées dans une boîte et en gros, ils ont dessiné le bateau pour gagner le Vendée Globe. Malheureusement, il se passe plein de choses puisque la Transat Jacques Vabre, donc le bateau arrive au port. Là, tout le monde est bluffé par le bateau, par la qualité de fabrication, par tous les détails, par son côté très, 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 extrême. C'est un bateau qui est très extrême dans ses choix, notamment au niveau des foils. C'est des foils qui sont très typés pour du vent arrière. Donc c'est un bateau qui ne remonte pas du tout au vent. C'est pas du tout son truc. Il a un cockpit fermé au milieu du bateau. Parce que des cockpits fermés, aujourd'hui, on en voit plein, mais au milieu du bateau, on n'en voit pas beaucoup. Donc c'est le premier qui sort comme ça. Et on voit tout de suite que c'est une machine. Mais c'est vraiment une machine très, très impressionnante. Il heurte un objet flottant au niveau des Açores, il perd sa quille, il ramène le bateau. C'était là que c'était une baleine ou Ouais. Un objet flottant, c'est plus classe, mais c'était une baleine. Okay. Et donc il perd sa quille, il ramène le bateau au Cap-Vert tant bien que mal. Retour cargo en Angleterre, et là en fait gros chantier, sauf que Covid. Donc il remet le bateau à l'eau en gros 2 mois avant le départ du Vendée Globe. Le bateau, il a 20 jours de navigation à tout casser, quoi. Et donc, il part sur le Vendée Globe. Et là, le bateau, souci structurel à l'étrave, donc à l'avant du bateau. Il arrive à réparer. Il est en tête. Il casse un gouvernail safran arrière. Et là, là, c'est fini, quoi. Donc, il abandonne. Et il amène le bateau à Cape Town. Et le Vendée Globe s'arrête pour lui. Donc, c'est un bateau qui... quand on l'achète, il a un palmarès qui est mauvais. La seule course qui finit, c'est la course du Fastnet il y a 2 ans. Et en gros, il fait dernier ou avant-dernier. Voilà. Donc ça, sur le papier, forcément, les gens disent « Ah ouais, mais bon, on ne sait pas ce qu'il vaut le bateau. » Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça, ouais. Par contre, est-ce qu'il ne s'est pas planté, quoi? Alors, ça, c'est une très bonne question. Hein. Quand je vois le bateau au portant, non, il ne s'est pas planté. C'est une machine. C'est vraiment une super machine au portant.
Il a fallu aujourd'hui pas mal de travail pour le rendre plus polyvalent dans toutes les autres allures, dans les autres conditions de vent. Mais c'est vrai que moi, du premier jour où je l'ai vu au village du Havre, c'était s'il y a un jour j'ai les sous, c'est ce bateau-là, quoi. Je veux ce bateau-là. Qu'est-ce qui fait que tu as le coup de foudre? Pourquoi tu te dis ça? Parce que je connaissais un petit peu Alex Thomson d'avant. Je vois bien sa philosophie, son côté très extrême. Et moi, je suis très extrême aussi dans mes choix, dans plein de choses. Et je savais que c'était un bateau qui allait me correspondre. Et puis, c'est pas acheter que le bateau, c'est acheter 20 ans d'expérience avec, quoi. C'est chaque détail, tout est pensé, repensé, calculé. Et c'est vrai que du coup, le projet nous s'arrête en 2021 avec la fabrique, mon ancien partenaire. Et donc là, j'ai qu'une idée en tête, c'est racheter Hugo Boss, quoi. Et on y arrive. C'est pas facile, mais on y arrive. Ok. Alors là, j'ai plein de questions, effectivement, qui me vont parce que, tu vois, est-ce que dans la transaction, ou en tout cas dans le deal, tu parles de l'expérience d'Alex. Est-ce que, justement, il y a des clauses comme quoi il doit t'expliquer certaines choses, te livrer le vrai manuel utilisateur de comment lui il a pensé son bateau, parce qu'il a fait un bateau sur mesure peut-être pour lui, donc il y a peut-être des choses qui sont contre-intuitives pour toi. Je te demande ça parce que moi j'ai déjà revendu une boîte, tu vois, et normalement, et c'est ce qui vaut le plus cher, c'est le temps d'accompagnement du fondateur. Carrément. Non, je dis c'est ce qui vaut le plus cher. C'est pas vrai, les puristes vont me dire non, mais en tout cas ça se monnaie à un prix très élevé. Est-ce que c'est le cas chez vous? Alors c'est le cas, oui et non, parce qu'en fait Alex, l'équipe d'Alex Thomson, c'était 30 personnes, c'est une énorme équipe, un bateau au top de la technologie, mais par contre le fonctionnement d'Alex c'est très étonnant, c'est que il n'y a pas de manuel. Le manuel il est dans sa tête. Il n'y a pas de choses écrites, c'est un peu à l'ancienne. Donc Alex est venu naviguer avec nous au moment de l'achat. On a fait toute la Méditerranée ensemble. Il est revenu au Portugal là, en début d'année naviguer avec nous. Okay. Il y a une envie de transmettre. Après, ce qui est drôle, c'est que il a sa vision. Il a sa vision de son bateau, mais il a sa vision, il a sa manière de faire. Alors, en discutant avec l'équipe, avec Simon, on est tombé d'accord sur le fait de prendre les infos qui nous intéressent. Il y a des infos qu'il nous transmet qui, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, mais en tout cas, c'est sa manière de naviguer dessus. C'est pas ton style. Nous, on a déjà essayé cette manière-là et ça marche pas. Voilà, donc T'as un exemple un peu concret, peut-être pour se rendre compte, pour que, si possible, que même les non-experts de voile comprennent, mais... par exemple, le bateau avait toujours un gros déficit de vitesse au près, donc pour remonter au vent. Quand on a navigué avec lui, c'était voilà. Moi, je règle comme ça, c'est comme ça. L'angle de quille a tel machin. Enfin bref, lui, il a son tous les truc. angles par rapport au vent, par rapport Et donc, quand on a acheté le bateau, c'était ça. On a travaillé sur le bateau, on a fait quelques modifications, on a commencé à régler différemment les voiles, etc. Puis on s'est rendu compte qu'on a gagné énormément en vitesse. Mais vraiment énormément. On parle de 10-15% de vitesse en plus à cette allure-là. Et donc, il est revenu naviguer quasiment 1 an après sur le bateau. Et il nous a remontré la même chose, quoi. Et en fait, c'est drôle parce que c'est non, mais ça marche comme ça. Mais oui, non. On a essayé, ça ne marche pas. Et c'est des petites choses comme ça. Par contre, il y a des choses où, oui, effectivement, il a le mode d'emploi et ça va très, très vite. Donc voilà. Après, il a peu navigué sur le bateau. Au final, aujourd'hui, en début d'année, quand il est revenu et on était au Portugal, j'avais plus d'heures de navigation sur le bateau que lui. Donc voilà. Par contre, il a toute son expérience du Vendée Globe. Ouais. Et ça n'a pas de prix parce que c'est un monument de la voile, Alex. Ouais. C'est vraiment. Puis c'est en tout cas de ce qui se dit ou de ce qu'on peut voir, c'est un personnage dans le sens où pas forcément clivant, tu vois, mais avec une personnalité en tout cas bien marquée et une vision des choses comme tu peux l'exprimer. Souvent un peu pas polarisante, mais tu vois,
Bah, c'est Alex, pas le il plus lisse, tu vois, peut-être. Mais... il est drôle parce que lui, il a été rejeté du monde de la voile français. Parce que c'était l'anglo-saxon, parce que c'était Alex Thompson, parce que si, parce que ça. Et sauf qu'il a toujours eu un cran d'avance sur tout le monde. Ouais, c'est un technicien hors pair. Et du coup, c'est assez drôle parce qu'il a une vision. Nous, on a notre vision de lui et lui, il a la sienne sur nous. Alors, je me compte pas dans les Français. Hein. Je tiens à dire que je suis suisse et voilà. Et d'ailleurs, il était très content de vendre son bateau à un Suisse et pas à un Français. Et ça, c'est pour c'était ça que assez le sympa. deal s'est fait en fait. Et ouais, il a une philosophie, c'est un businessman. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et c'est pour ça qu'il a réussi à mener tous ses projets pendant autant d'années et d'être aussi bon sur l'eau et d'avoir le fonctionnement qui allait avec. Mais c'est un personnage super. On a passé des moments avec Alex, franchement, c'est top, quoi. Il y a... ouais, t'achètes le bateau et tu te retrouves le soir dans un port et dis bon, allez, ce soir, on va faire la fête, on va fêter ça. Et ça finit à 7h du mat avec Alex Thompson. Et tu te dis, c'est quand même c'est assez génial, quoi. Pas pour l'histoire de la fête, mais cette mentalité où c'est un bon vivant. Et ouais, je sais pas comment expliquer. Il dégage un truc, ce mec. Ouais. Franchement, il dégage un truc. T'es à côté de lui, t'as beau avoir fait les mêmes courses que lui, tu vois, parce qu'au final, je rachète son bateau, mais lui, il a 3 Vendée Globe, 2 finis. Au final, on a le même nombre de Vendée Globe finis. Et je le vois comme une rockstar, quoi. Et tu te dis, bah ouais, mais au final, on a fait les mêmes courses. Alors oui, il a un niveau de performance plus élevé, mais on est concurrents au final, tu vois. Et c'est drôle, quoi. Et tu il est juste un mètre devant, quoi. Mais il dégage a pas un truc où tu étais là, c'est un bonhomme, quoi. Et il est tout petit. Au final, tout le monde le voit grand, musclé et tout. Bah, au final, fou, hein, il est fou, petit. Il fait pile ma taille. Il est un peu plus costaud que moi, mais c'est pas une bête, quoi. Il en impose, ouais. Il en impose, ouais. Et alors, comment le deal se fait? Lui, rappelle-moi l'histoire, il avait envie de vendre à ce moment-là? Ouais, le bateau, il était en vente assez rapidement après. Pourquoi est-ce qu'il le vend? Il le vend parce que il fallait qu'il s'occupe un peu de sa famille aussi, quoi. En gros, il y avait un deal de bon, écoute, tu refais un Vendée, mais après tu lèves un peu le pied, quoi. Et donc il a tenu parole, il a mis en vente le bateau après le Vendée, et puis et là maintenant il s'occupe de sa famille, il est plus il gère d'autres projets de course au large, mais par contre voilà, il court plus. Voilà, être présent, donc il met le bateau en vente. Moi parce que en fait nous avec Hublot on a passé 5 ans à se chercher pour enfin se trouver, et donc j'ai un investisseur suisse qui me dit voilà, écoute, on peut construire un bateau ou en acheter un d'occasion, mais il me faut un partenaire titre pour signer l'achat ou la construction. Donc là il s'est passé de longues semaines d'échanges entre l'un et l'autre pour que tout le monde se mette d'accord. Pourquoi il veut un partenaire titre? C'est pour rassurer une banque et faire un effet de levier? C'est pour avoir la garantie que ton projet soit sérieux et qu'il y ait une grosse rentrée d'argent aussi? De pouvoir assurer la location et l'assurance du bateau, histoire que voilà, là-dessus au moins ça soit viable de mon côté. Il avait peur en fait que je me lance sans et ce qui est d'ailleurs très très appréciable, hein, mais de cette peur de tu lances un projet mais t'as pas toutes les billes et tu vas te mettre dans le rouge. Et donc ça il voulait pas. Vous mettez sacrément à risque, quoi. Parfois j'ai rencontré Arnaud Boissière, tu vois, qu'en plus qui lui c'est sur sa propre structure, propriétaire de son bateau et tout. Il y a des soirs quand j'entends vos histoires, c'est non, tu dors pas bien. Vous prenez tous les risques pour tout le monde, quoi. C'est pas on n'est pas à l'aise tous les jours, quoi. Et ça se fait souvent le montage que du coup ça soit le partenaire titre qui est propriétaire et qui loue à une sous-structure et qui est un peu qui est la tienne, du coup, qui est celle du skipper et de l'équipe, et que l'équipe est en plus des partenaires justement pour alimenter plus la vie au quotidien. Et généralement ce qui se passe, donc voilà, j'ai l'investisseur
propriétaire du bateau, qui n'a rien à voir avec les partenaires. C'est lui qui est propriétaire. C'est lui les propriétaires. Et donc, moi, j'ai les partenaires qui me donnent un budget de fonctionnement annuel. Dans ce budget de fonctionnement, j'ai la location du bateau. Au final, c'est vraiment le terme investisseur. C'est que l'idée, c'est de ne pas perdre de sous. C'est finalement, au lieu d'avoir un lien avec une banque, c'est un investisseur. C'est exactement la même chose au final. Au final, le bateau aujourd'hui, c'est comme s'il m'appartenait. La seule différence, c'est que il n'est pas à mon nom et que je ne paye pas une banque, mais je rembourse tous les mois l'utilisation du bateau. Après, il peut y avoir aussi le partenaire titre qui est propriétaire du bateau. Du coup, il n'y a pas de rentabilité sur le bateau. Enfin, il n'y a pas de location. Ouais. Voilà. Il peut y avoir. Enfin, il y a plein de montages différents. Moi, j'avais pas de quoi acheter le bateau. J'avais même pas de quoi. J'avais rien. Donc, aller voir une banque en disant bonjour, j'ai besoin de beaucoup d'argent et j'ai rien du tout. C'était pas possible. Et ils sont pas cool, hein, les banquiers. Ils sont pas cool. Même en Suisse, dis donc. Après, on a eu le bateau, mais entre le moment où on récupère le bateau, donc à Toulon, donc moi à ce moment-là, j'ai pas d'équipe. Hein. Donc j'appelle Alexis, qui est le parrain de ma fille, mais qui est aussi aujourd'hui le boat captain du bateau, et on a travaillé ensemble depuis, ça fait bien 6-7 ans maintenant. J'ai dit écoute, viens à Toulon avec moi, je récupère le bateau et là j'ai besoin de toi, quoi. Je peux pas te payer, mais j'ai besoin de toi. Donc on récupère le bateau, on le ramène en grande partie avec Alex Thompson, bref, on le ramène jusqu'à Lorient. Et là en fait, il faut que j'embauche une équipe parce que j'ai un super bateau, mais j'ai toujours pas reçu les sous des sponsors. Et donc là tu vas voir la banque et tu dis bonjour, j'ai besoin d'un prêt pour payer mes salariés. Ok, du coup on va mettre votre maison en caution. Tu dis de toute façon, est-ce que j'ai le choix? Non. Donc au final, c'est pas ton bateau, mais tu prends quand même un peu de risque, quoi. Et donc tu lances le projet comme ça. Ok. Tu dis voilà. Donc t'as le bateau, t'as un crédit à rembourser, chez quelqu'un qui l'a acheté en tout cas, où tu dois lui payer sa loc. Et par contre, t'as pas du tout les frais de fonctionnement de ton équipe. Il faut que les sous des sponsors arrivent, mais je peux pas dire à l'équipe, je peux pas travailler sans équipe. Mais j'ai pas de quoi la payer, donc il faut que je trouve une solution, donc banque direct. Okay. Et ça, c'est un montage fréquent? Tu avais l'air de dire que tout est un peu possible et tout. Il y a tout. Il y a tout. Après, on a une très bonne relation avec nos banquiers. Ça, c'est cool. Après, on a toujours été très correct, très réglo. Si je demande à l'équipe de venir travailler parce que j'ai besoin d'eux et que là, je suis dans le rouge, je sais qu'ils seront là parce que derrière, ça suit. Et là, Alexis, il est venu, il m'a vraiment filé un coup de main monstrueux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tous là et qu'on a un super bateau, un super projet. Faut serrer les dents au début. C'est ça, ces projets. C'est jamais facile. Il y a l'image externe où on se dit waouh, mais en fait, tout le travail qui est en amont, toute cette préparation pour lancer le projet, c'est un boulot de titan, quoi. Ouais. Oui. Mais merci de nous partager tout ça. Tu vois, je trouve qu'on fait beaucoup de passerelles entre le sport et l'entrepreneuriat. Des fois, c'est très vrai, des fois, c'est très faux, mais je trouve qu'en tout cas, dans la voile, il y a vraiment une dimension sur plusieurs niveaux, tu vois, que ce soit le management, on en a un peu parlé, l'aspect financier, l'aspect prise de risque, organisationnel, l'aspect humain, et que tu mentionnais au tout début, où vous êtes tous papa-maman. C'est, en tout cas, dans votre sport, ça saute aux yeux, quoi, à quel point c'est primordial. Ouais, c'est clair. Et tu penses même que c'est plus important que la partie sportive? Parce que tu vois, là, tu parles d'Alex. Je peux absolument pas juger ses qualités sur l'eau. Mais je vois ses résultats. Après, je crois qu'il a toujours eu des bateaux d'exception. Ouais. Il me semble que d'ailleurs, Sam Davis Initiative Cœur, c'était le sien aussi, non, ou pas? Non, il est tout neuf, celui-là. Celui-là, c'est un bateau construit. Non, mais l'ancien de Sam. Ou c'est l'ancien de Alexia Barrier? Je sais plus. Il y a le bateau c'est Guyot Environnement qui était un Hugo Boss à l'époque. Après, là, on est au Hugo Boss 7. Hein. On a eu des Hugo Boss. Non, il me semblait que Sam avait racheté un bateau de Alex, ou qu'elle avait. Il me semblait. Peut-être que je re-regarderai, mais tu dois avoir. Tu as raison. Je sais plus. Il y a tellement des bateaux que. Ouais, il y en a beaucoup. Mais en tout cas. Tu vois, pour revenir à lui, effectivement, un de ses gros succès, c'est sa capacité sur Terre à faire du bise. Est-ce que tu penses que c'est plus important? C'est 50-50?
l'un va pas sans l'autre, c'est très compliqué. C'est très compliqué à estimer parce qu'aujourd'hui, on a besoin de sous pour monter nos projets. Donc la base, c'est d'être déjà bon pour trouver des sous. Après, il faut être bon sur l'eau. Mais c'est très compliqué parce que il faut savoir se vendre, il faut connaître les bonnes personnes, avoir un très bon entourage, avoir une équipe, avoir un bateau. Enfin, il y a quand même plein de planètes à aligner avant que le projet soit viable. Et la recherche de fonds, c'est quand même pas facile dans nos domaines. C'est pas des sports qui sont finalement très chers, mais surtout pour la visibilité, c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui. Mais c'est pas facile. Vraiment. Donc, quand on a une marque importante, Alex, lui, c'est vrai qu'il a gardé pendant très très longtemps le boss. C'est un confort. C'est un grand confort, ouais, carrément. Après, lui, il a construit des bateaux. Il était toujours dans le top de la technologie, mais il avait aussi dans ses contrats qu'il devait avoir un bateau neuf. Enfin, il y a toute une philosophie autour de ça, et puis une rentabilité, parce qu'au final, construire un bateau aujourd'hui, c'est un investissement. Mais il y a presque moins de pertes à la revente qu'un bateau d'occasion, suivant quoi. Donc c'est pas inintéressant. Voilà, c'est aujourd'hui être skipper, c'est être entrepreneur avant tout, quoi. Ou alors on est skipper type mercenaire embauché, où on est dans une grosse écurie, on est appelé pour barrer le bateau, et là on n'a rien à gérer. L'équipe est sur place, les budgets sont gérés, on est juste là pour faire le pilote. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Et la plupart du temps, le reste, on est entrepreneur à gérer nos PME. Et ouais, c'est finalement, quand on calcule le temps passé à terre et le temps passé en mer, forcément, on passe pas assez de temps sur l'eau. Ça, c'est clair et net. Mais c'est surtout que, au fond, c'est presque des vacances quand on est sur l'eau. C'est un temps de... Waouh, on oublie le côté entrepreneuriat, tous ces soucis-là, et juste on kiffe. Parce que c'est ça notre métier, c'est de kiffer. Notre métier, tout le monde pense qu'on est des pilotes, mais non, il y a tellement de choses à gérer autour de ça. Alors, notre métier, la façade, c'est pilote, mais on est entrepreneur. On est comment dire... influenceur. Il y en a des métiers, on en a une dizaine en fait. Bien sûr. Au final. Et c'est ce qui rend ces projets-là super intéressants. C'est qu'on apprend sur plein de domaines en même temps, et on grandit, quoi. Ouais. J'ai une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que toi, il y a eu un conseil ou est-ce que tu as fait une réalisation par rapport justement à tout ce sujet, on va dire, à côté du sportif, que tu aurais bien aimé connaître plus tôt? Je comprends pas le sens de la question. Excuse-moi. Est-ce qu'il y a un... Non, mais je te le fais. Est-ce qu'on t'a fait un conseil à un moment, tu vois, sur la partie business, sur la partie effectivement entrepreneuriale, que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Ou une réalisation, tu vois, peut-être quelque chose que tu as débloqué psychologiquement, où tu t'es dit waouh, putain, si j'avais su ça avant, j'aurais peut-être gagné du temps, quoi. Non, au final, j'ai pas eu de conseils sur le côté entrepreneuriat. Je fais mon truc. Et si j'ai besoin de conseils pour certains points précis, je vais aller voir d'autres équipes ou chefs d'entreprise ou conseillers. Mais aujourd'hui, notre schéma, il fonctionne bien. On est un peu une des rares équipes à fonctionner comme ça, un peu familial, un peu avec des échanges très fluides. C'est sain, une équipe saine. Et au final, j'ai presque... Enfin, moins je pose de questions aux autres, et mieux on se porte. On vit dans notre microcosme bien, et les gens, s'ils viennent travailler ici, c'est parce qu'ils ont envie de travailler pour nous. Parce que c'est peut-être pas l'équipe qui paye le mieux, mais par contre, c'est celle où il y a une super qualité de vie. Et en fait, de demander conseil aux autres, alors sur certains points, sur des financements, des achats, etc., oui, on échange, mais on a tous un mode très, très différent de fonctionnement. Ouais, ok, très clair. Et ben écoute, merci beaucoup. Je vais passer un peu à la dernière partie, parce que je voulais
j'ai pas eu le temps de l'aborder effectivement lors de notre première interview. C'est quand même un sujet important. C'est que t'es papa d'une petite fille et nos enfants ont quelques mois de différence. Donc forcément, tu vois, ça crée, en tout cas chez moi, beaucoup d'empathie parce que je sais à quel point c'est un sacré projet. C'est prenant, ces petites choses. C'est un sacré projet. Et comme je sais que avec Aurélia, effectivement, vous êtes un vrai binôme, elle gère une grosse partie de ton actif. Enfin, elle a une partie, un poste très important dans ton équipe. La première question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est d'être pas à ta paternité, c'était est-ce que ça a changé ta façon de naviguer ou d'entreprendre? Au fond, non, parce que alors oui, non, en fait, si, ça l'a changé, mais je pense plutôt dans le bon sens. Ma fille est née, on va dire fin de Covid, fin du premier confinement. Hein, c'était juillet 2021. On avait le Vendée Globe en fin d'année. Je suis parti, elle était vraiment toute petite. C'était un bébé, quoi. Et sur le Vendée Globe, j'ai eu pas mal de galères. Vraiment, c'était la course la plus difficile. J'ai pris mon temps, quoi. Et je me suis posé plein de fois la question de est-ce que c'est sage de finir le tour vu l'état du bateau. Et en fait, là, tu te dis, si je le fais pas, je saurais pas si ça passait ou pas. Donc, et en même temps, tu te dis, qu'est-ce que tu as envie de dire à ta fille? Que tu as essayé d'aller au bout? Ou alors que tu avais un doute et que tu as arrêté? Parce que si tu as un doute et que tu arrêtes dans la vie, tu vas pas très loin, quoi. Et moi, je l'ai pris comme une force, en fait, de me dire, voilà, en fait, tu vas faire ça pour ta fille, quoi. Pour que plus tard, en fait, tu puisses lui expliquer ce que c'est que de se battre jusqu'au bout. Et c'est resté plein de fois, mais même dans la vie de tous les jours, où tu te poses des questions ou quoi, tu te dis, non, mais en fait, quel exemple j'ai envie de montrer à mes enfants, quoi. Et donc, quand on regarde le schéma de la course au large aujourd'hui, au final, on est très peu. Du coup, je suis plus là-dedans, je suis plus dans le on, mais il y a très peu de marins non parents. Ouais. Parce que c'est aussi une stabilité de vie. On a ce qu'on vit en mer et on a besoin d'avoir une vie de famille à côté. Et donc c'est très important ce lien avec nos enfants. Et je pense qu'on le prend tous comme une force plutôt qu'un poids. Ça, c'est par rapport en navigation. Après, dans la vie de tous les jours à terre, c'est sûr qu'on a changé un peu notre rythme. On peut plus venir à 6h du matin, travailler et finir à 23h le soir. Non, parce que y a l'école, il y a plein de choses à gérer et ça fait partie comme n'importe quel être humain parent de cette gestion-là. Mais moi, c'est mon rayon de soleil, quoi. Enfin, je trouve que c'est un plus et non un poids. Ouais. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Si tu rentres une journée pourrie, parce que ça arrive, hein, t'as fait une sortie en mer, rien ne s'est passé comme prévu, t'ouvres la porte de la maison et là t'as une boule d'amour qui arrive et qui te saute dans les bras. Tu fais, mais c'est bon, quoi, ma journée elle est réussie. Et c'est ça, en fait, les enfants. Ouais, c'est top. Mais c'est génial. Là, on attend le deuxième. D'accord, félicitations. Donc, merci, c'est cool. C'est pour quand? Ça sera pour janvier. Ok. Bon, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes encore là, vous mettez un petit rappel de féliciter. Mais du coup, ce qui complique la chose dans notre domaine, c'est que on est tout le temps en train de calculer. Pour notre première, il a fallu qu'on calcule pour faire un enfant. Tu calcules quoi? Que ça tombe pas pendant une course. Et deuxième, pareil. Et du coup, on a une vie assez cool dans le domaine de la course au large. Mais par contre, tu es obligé de calculer tout. Ouais. C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans les courses aux 1000 nautiques pour le Vendée Globe, et d'avoir un enfant en plein milieu d'une course où tu vois pas ton enfant naître, où t'es en mer, quoi. Enfin, où t'es là, mais du coup, tu t'as pas tes 1000 nautiques pour le Vendée Globe, donc c'est hyper complexe, quoi. Ouais.
Ouais, c'est complexe. Ça a été mis effectivement un peu, encore plus en lumière avec le gros débat sur Clarisse. On va peut-être pas rentrer dans la polémique, c'est un sujet complexe. On n'a pas. Enfin, on a sûr, je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Mais je connaissais un peu des gens dans tous les partis. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Tu vois, cette course au point, autant sur l'eau, ça vous incite à faire une part de sacrifice, quoi. Et dont la vie de famille. Bah, complètement. Et c'est la problématique qu'on a aujourd'hui dans le milieu de la voile où je parlais tout à l'heure de l'envie pour la Jacques Vabre de naviguer avec une femme. Mais en fait, on n'a pas les mêmes problèmes en tant qu'homme que femme dans le sport. Et moi, j'ai eu la chance il y a du coup 3 ans de ne pas prendre le départ d'une course pour être là à la naissance de ma fille. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Avec ces 1000 de qualification, Tanguy le Turquet, du coup, était sur la route du Rhum pendant la naissance de sa fille. Bien sûr. Et c'est des moments qui sont... je ne peux pas me mettre à leur place, quoi. C'est horrible. Tout seul au milieu de l'eau et... faut quand même se rendre un peu compte du truc. C'est comme une personne qui est dans l'espace, on l'appelle, on lui dit ta fille est née, elle s'appelle, voilà. Waouh. Ça fait partie de notre vie, quoi. Ouais. Après, dans le cas de Tanguy, je pense que ça fait aussi partie de leur histoire de quoi, tu vois, et de, je sais pas, mais enfin, il y a quelque chose de un peu romantique dans ce cas-là, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dur. Tu veux bien le montrer et le préciser, en tout cas. Il n'y a pas des peurs qui surviennent en plus, tu vois, en étant papa. Moi, je sais que j'ai eu des philosophies de vie, tu vois, soit en montagne. J'ai découvert la voile, tu vois, là, c'est cette dernière année. Je suis allé naviguer plusieurs fois à Saint-Malo et je me suis fait des petites frayeurs. On s'est pris on a fait une sortie qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, qui était à 3-4 jours avant le début de la route du Rhum cette année, là, enfin la route du Rhum. Aucun bateau n'est sorti de skipper pro. Oui, ça m'étonne pas. Oui. Il y avait un sacré vent et nous on est sortis, on a pété le moteur, on a pété le Genoa. Impeccable. Et on a fait une arrivée. Du coup, je crois que le Vendée Globe commençait le dimanche. Et nous, je crois qu'on est arrivé dimanche. Non, dans la nuit de vendredi à samedi. On arrive à Saint-Quay-les-Portrieux. Arrivé à la voile à 3h du matin. Parfait. En étant parti à 6-7 du mat. Et après une bonne journée de galère, tu vois. Et on n'a pas ton niveau. Et on n'a pas ton bateau. Alors, heureusement, parce qu'il était plus petit et je pense qu'on aurait fait des dégâts. Mais en tout cas, c'était ma première fois sur un voilier. Du coup, j'étais un peu vacciné. Mais du coup, je découvre un peu ça, tu vois. Et ce jour-là, je pense que c'est l'inexpérience qui me fait avoir peur, tu vois. C'est parce que c'est la première fois. Mais je réalise aussi du danger que ça peut être, tu vois, mine de rien. Est-ce que toi, tu as une philosophie un petit peu différente, notamment, tu vois, sur le Vendée Globe, tu l'as vécu d'une façon un peu particulière, parce que c'est avec, il y a eu, c'est quoi, c'est le naufrage de Kevin on a perdu le bateau de Kevin en rentrant dans le sud. Il y a eu plein de galères sur c'était pas beaucoup drôle, beaucoup d'événements. Je les ai plus tous en tête, j'ai pas la plus grande des mémoires, mais il y a 2 naufrages, c'est ça? Non, alors il y a eu une perte de bateau. Il y a eu quelques abandons au début. C'est Jérémy Bayou qui fait un aller-retour. Jérémy, il part et le premier ou le deuxième jour, il a un souci, il revient, il repart 4 jours après ou 5 jours après. En fait, on se prend une grosse dépression dès le début, qui fait un peu de casse, et en fait, ça a enchaîné. On dit que les bateaux ont une mémoire, donc quand on tire trop dedans, ils nous le rappellent plus tard. Donc voilà, faut faire toujours attention à ça. Et moi, j'ai eu des soucis de quille, quoi, de tout le système hydraulique de quille qui a lâché. Donc, c'était merveilleux, une super expérience. Mais tu vois, est-ce que toi, tu dis que ça donne beaucoup de force d'être parent, mais est-ce que tu vois, ça t'apporte aussi une certaine comment dire,
est-ce que ça enrichit ta prise de risque ou ça te fait par contre des meilleures décisions ou... Bah, je suis pas d'un caractère suicidaire de base. Ça n'a pas changé et je pense que on essaie toujours d'enlever les risques inutiles déjà de base. Donc, de dire je m'attache plus parce que j'ai un enfant, c'est une jolie phrase médiatique. La réalité, c'est que où on s'attache ou on s'attache pas, mais c'est un choix très personnel et en fait, où on a envie de rentrer à bon port, ou on n'a pas envie. Ça, c'est un autre problème. Mais donc non, qu'on ait des enfants ou pas, on fait attention à soi, on fait attention au bateau. Moi, j'ai pas senti une grosse différence, en tout cas là-dessus. C'est plus vraiment c'est plus par rapport à l'image que j'ai envie de transmettre à mes enfants que par sécurité. Parce qu'au final, on a tous envie de rentrer chez soi après un tour du monde, quoi. Et ça tombe bien que tu parles de ça, parce que je regardais mes notes, tu vois, et une question que je voulais te poser, c'était si tu devais choisir un adjectif que tes enfants retiendront de toi. Allez, peut-être 3. Je t'en donne 3 si tu veux, comme ça, les premiers viennent naturellement. Lesquels ce seraient? Des fois, je pose la question, tu vois, aussi des valeurs ou d'une compétence, tu vois. Et je me suis beaucoup posé cette question-là. Et je pense que moi, un des trucs que je voudrais le plus que mes fils aient, ça serait une forme d'agilité, d'adaptabilité et de flexibilité. Tu vois, parce qu'on vit dans un monde qui va tellement vite, dans lequel tout le monde a énormément d'humeurs différentes. Tu vois, tu rencontres des gens posés, des gens hyper actifs, des gens en colère, des gens joyeux. Et le fait d'avoir cette espèce d'adaptabilité, ça permet d'être capable de rebondir en fait sur les événements de la vie. Tu vois, il y a des guerres, des crises économiques, des Covid. Donc moi, c'est ça un peu. Tu vois, c'est ce que j'ai envie. C'est un des trucs que j'ai envie de transmettre. Mais toi, ça serait quoi? L'honnêteté. La fougue. Ok. Et la passion. Ouais, parce que... Ouais. Alors, il peut en avoir plein, hein, mais la première des choses, c'est l'honnêteté. Quand on est quelqu'un d'honnête, généralement, derrière, ça... Sauf... mais ça se passe bien et... Ouais. Okay. Ça. Ouais, très bien. Forcément, j'étais obligé de te poser la question, vu que toi, tu n'as pas été beaucoup à l'école. Est-ce que tu as une vision particulière sur l'éducation pédagogique que tu as envie de donner à tes enfants? J'ai pas de vision plus que ça. Aujourd'hui, notre fille est à l'école, hein, comme tout enfant. On part du principe avec ma femme que elle va suivre une scolarité normale à l'école publique et que si plus tard, elle choisira ce qu'elle a envie de faire plus tard. Voilà, on n'a pas envie d'imposer quoi que ce soit. Si on vient à partir un jour en bateau, voyager, il y aura une pause à l'école, ça c'est sûr, mais on prend un peu au jour le jour. On fait pas de plan sur la comète et on n'a pas de philosophie plus que ça là-dessus. Voilà. Ok. Ouais. Mais oui, non, mais je comprends tout à fait, tu vois. Mais tu vois, moi, ce que j'ai beaucoup admiré chez toi, justement, c'est ton ouverture d'esprit et aussi, tu vois, la capacité à t'être construit en partant de pas grand-chose, tu vois. D'ailleurs, comme quand même pas mal de skippers aussi. Et je m'étais dit, mais tiens, ça fait quand même partie de ton ADN, la jeunesse que tu as eue. Tu as appris énormément de choses. Peut-être que tu t'en rends pas compte ou que tu t'en rends compte. Mais du coup, je m'étais peut-être dit, tiens, tu aurais envie de faire la même chose pour tes enfants, quoi. Bah en fait, aujourd'hui, on est dans un schéma plutôt classique d'un couple qui travaille, qui a un prêt immobilier pour acheter une maison, etc. Donc, le partir en voyage pendant des années, pour le moment, il
il y a l'envie un jour, hein, mais c'est pas tout de suite. Ouais. Donc scolarité, schéma classique, mais pour moi l'important c'est pas la scolarité, c'est ce qu'on offre à notre fille avant, après l'école. Enfin c'est cette vision-là, et on y travaille beaucoup sur son éducation, on fait beaucoup de choses, on essaye de la stimuler beaucoup, parce que c'est ce qu'on a eu nous aussi étant plus jeune, et je pense que c'est ça l'important. C'est pas la scolarité, c'est l'environnement autour qui va faire que cette petite personne sera plus ou moins ouverte d'esprit et avec des envies différentes. Mais elle adore le bateau, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie qu'elle en fasse. Elle choisira vraiment ce qu'elle voudra faire plus tard, parce que c'est aussi ce que j'ai beaucoup apprécié, que je me rends compte aujourd'hui, c'est que mes parents m'ont laissé faire énormément de choses, et pour que je puisse me trouver moi-même sans avoir été imposé à quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ça un peu notre état d'esprit avec notre fille, c'est ça, c'est de la laisser faire ses choix et voir ce qu'elle a envie de faire, quoi. Ok, trop bien. J'arrive sur les questions de la fin, et puis après je crois qu'on va aller naviguer ensemble. Petit tour de bateau. Là, merci en tout cas, merci infiniment pour cette chance-là et ce privilège. Une des questions que j'aime bien poser, que je pose d'ailleurs à beaucoup d'invités, c'est est-ce que y a un livre, un film ou un contenu, tu vois, que récemment t'as bien aimé et que t'as envie de partager justement parce qu'il t'a inspiré ou il t'a apporté quelque chose Récemment? Non, sinon ça peut être quelque chose qui t'a tenu longtemps, tu vois. Les livres récemment, le dernier que j'ai lu, ça va faire 5 ans. Il a dû beaucoup te marquer. Il m'a marqué, ouais. Si, moi, il y a un film documentaire qui m'a énormément marqué. Ça s'appelle La course du siècle, qu'on retrouve sur une plateforme très connue, écrit en rouge sur un fond noir. Qui est une histoire sur l'Americascope, qui est un trophée, le plus ancien trophée d'ailleurs de course au monde, hein. Et c'est une histoire entre des Australiens et des Américains. Et je sais pas si c'est parce que j'adore la voile ou parce que l'histoire est aussi belle, mais c'est assez rare d'avoir une larme en regardant un documentaire. Et il y a un esprit là-dedans de combativité et de respect dans l'équipe qui est incroyable, et d'une nation. Et ça, je trouve ça vraiment magique. Et c'est en regardant ça, franchement, tu finis le documentaire, t'as envie d'être à leur place. Ça te prend, c'était une boule au ventre en te disant, mais en fait, j'aurais tellement kiffé être avec eux à cette époque-là, quoi. Et donc ça m'a vraiment marqué. J'arrête pas d'en parler à toute l'équipe en disant il faut que vous le regardiez, il faut le voir. Personne l'a vu encore, donc je pense qu'on va faire un atelier un jour cinéma, une après-midi. Bon, on arrête de bosser, on regarde la télé. Et non, super, franchement, super documentaire. Ok, trop bien. Bah écoute, je me le note, je le connaissais pas, tu vois, on me l'avait jamais recommandé. Et pourtant, Dieu sait que je suis fanat de documentaires de sport. Donc je me le note. Et la toute dernière question que je pose, c'est de savoir quel est le prochain invité ou la prochaine invitée que tu me recommandes d'aller interviewer. Ça peut être un skipper, une skippeuse, ça peut être aussi quelqu'un qui vient pas du monde de la voile. L'idée, c'est que ça soit effectivement un ou une athlète de haut niveau. Ça peut être aussi une personne suisse, d'ailleurs. La seule condition, c'est d'être un peu francophone pour les chers auditeurs et auditrices qui ont du mal à switcher de langue. Actuellement, il y a une course là. Il y a une course autour du monde là qui s'est lancée là en équipage. Et à bord, à bord de Pendwick 6, il y a Marie Tabarly. Et je trouverais ça très intéressant d'avoir son retour d'expérience, sa vision et comment elle a vécu le fait de retourner sur les pas de son père, je sais pas, 50 ans, 60 ans après, quoi. Donc, Marie Tabarly.
Eh ben, écoute, merci pour la recommandation. C'est vrai que il y a une histoire qui est assez exceptionnelle et ça a l'air d'être une très chouette personne. Je sais J'ai pas si tu la l'impression connais. que Mais... je la croise, on se dit bonjour, mais elle a navigué avec un bon pote à moi sur la Transat Jacques Vabre il y a 2 ans. Et c'est une belle personne, ouais, de ce que j'ai cru comprendre. Eh ben, écoute, merci infiniment de la recommandation. Merci infiniment aussi d'avoir mis en avant une femme skippeuse. Et puis, je t'embête pas plus. Allons je naviguer. te dis merci beaucoup, allons naviguer. Normalement, je dis à bientôt, mais là, on est parti. Toutes. Merci Alan. Merci.